Bonjour, je m'appelle Juliette. J'ai longtemps cru que si je restais silencieuse, les choses finiraient par s'arranger. Qu'en étant la gentille fille, celle qui obéit, je serais protégée. Mais le silence ne m'a pas sauvée. Il m'a ensevelie. Ma belle-mère souriait au monde entier pendant qu'elle me poussait dans l'obscurité. Elle disait aux voisins que j'étais instable. Elle disait à mon père que j'étais manipulatrice. Elle me disait à moi, personne ne t'entendra. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un m'a entendu. Pourquoi une adolescente aurait-elle besoin d'une montre capable d'envoyer un SOS? Et combien de fois l'avait-elle utilisée avant que quiconque ne le remarque? Pourquoi la cave était-elle toujours si froide et si silencieuse? Me croiriez-vous si je vous disais que ce n'était pas la première fois que j'y étais enfermée? M'aurait-il cru, d'ailleurs? Si la montre n'avait pas parlé la première? Je me souviens de la pluie ce soir-là. Pas une pluie battante, pas déchaînée, mais continue. Le genre de pluie qui semble savoir comment s'infiltrer jusqu'aux os. Les lampadaires dehors clignotaient à travers la grisaille, projetant une lueur ambrée et terne sur le carrelage de la cuisine. C'était en septembre à Orléans. La rentrée venait d'avoir lieu, et les arbres commençaient à céder à l'automne, leur vert se teintant d'un jaune réticent. J'étais assise à la table de la cuisine, touchant à peine à mon dîner. En face de moi, Véronique ne disait pas un mot. Sa fourchette cliquetait légèrement contre son assiette, chaque mouvement délibéré. Elle ne m'avait pas regardé depuis que nous nous étions assises. Olivier était parti ce matin-là pour un voyage d'affaires de 3 jours à Lyon. Il avait dit qu'il serait de retour samedi. Il disait toujours ça comme si c'était une promesse qui arrangeait tout. Le silence dans la maison n'avait rien de nouveau. Mais ce soir-là, il semblait plus acéré, plus tendu, comme une corde tirée par les deux bouts. Je n'essayais pas de faire de bruit en attrapant la salière. Mon coude a juste frôlé le bord du verre d'eau, trop près du bord. Le fracas qu'il a fait en heurtant le sol a été plus fort qu'il n'aurait dû. L'eau et le verre ont explosé comme un pétard qui aurait éclaté sous la table. Véronique n'a pas sourcillé. Elle s'est juste levée lentement, s'est dirigée vers le buffet près du frigo et a ouvert le tiroir où elle gardait la clé de la cave. Je me suis figée. Vraiment, dit-elle, la voix plate. Encore? Je suis désolée, balbutiai-je, déjà à genoux, ramassant les éclats de verre à main nue. Ne t'inquiète pas, continua-t-elle en refermant doucement le tiroir. Il ne s'agit pas du verre. Pas vraiment. Je fis une pause, levant les yeux. Il s'agit de la bague, dit-elle, me faisant maintenant face. Quelle bague? Demandai-je, confuse. Elle haussa un sourcil comme si je venais de l'insulter. La bague que ma grand-mère m'a offerte. Celle qui est toujours dans la coupelle près de l'évier. Elle a disparu. Je me relevai lentement, tenant toujours un morceau de serviette en papier mouillé. Je ne l'ai pas touchée. Bien sûr que non, dit-elle. Tu ne touches jamais à rien. Tu ne prends jamais rien. Rien n'est jamais de ta faute. Je connaissais ce ton. Ce n'était pas de la colère. C'était de la préparation. Elle était en train de construire une histoire, et j'en étais la méchante. Véronique, je n'ai rien pris. Tu manques de respect à cette maison depuis des mois. Tu te crois plus maligne que tout le monde. Tu crois que je ne vois pas comment tu me regardes? Elle fit un pas envers moi. Tu te crois meilleure que moi parce que tu étais là la première? Non. Elle leva une main. C'est bon. Tu as besoin de temps pour réfléchir. Allons-y, je fis un pas en arrière. Aller où? À la cave. J'ouvris la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne me menaça pas. Elle se tourna simplement et se dirigea vers le couloir. Je suivis. D'une manière ou d'une autre, mes pieds lui obéissaient plus vite que mon esprit ne pouvait protester. J'aurais dû courir. J'aurais dû appeler quelqu'un. J'aurais dû faire 100 choses. Mais mes jambes bougeaient comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Quand nous atteignîmes la porte, elle se retourna, les yeux indéchiffrables. J'aimerais dire que ça me fait de la peine, murmura-t-elle. Mais je pense que tu as besoin de savoir ce que c'est, le silence. Elle ouvrit la porte. Personne ne t'entendra. Puis elle me poussa. Je trébuchai en avant, me rattrapant sur la première marche. Avant que je puisse me retourner, la porte claqua derrière moi.
J'entendis la serrure tourner. Puis plus rien. Noir complet. Aucune lumière de nulle part. L'air en bas était différent. Humide, épais, comme si quelque chose avait pourri dans les coins. Ça sentait le vieux carton, le moisi et une sorte de froid qui ne partait jamais. J'essayais de me stabiliser, une main sur le mur tandis que je descendais les marches lentement. À mi-chemin, je manquai une marche. Mon pied ne rencontra que le vide et je tombai en avant, m'écorchant le genou sur le béton. Mes paumes amortirent la chute, mais ça n'empêcha pas la douleur cuisante de remonter le long de ma colonne vertébrale. Je restai là une seconde, le visage contre le sol humide, trop abasourdi pour pleurer. Puis je me rassis. Je ne voyais rien. Pas mes mains, pas les marches derrière moi, juste du noir. Je m'assis, les bras autour de mes genoux, les serrant fort contre moi. Ma respiration était courte. Chaque inspiration était une prière silencieuse pour ne pas paniquer. J'étais déjà venu ici une fois, quand j'avais 13 ans. Je me souvenais de la façon dont le sol froid m'avait donné des crampes d'estomac, de la façon dont la faim m'avait rongé les côtes au matin. Cette fois-là, Olivier était aussi en déplacement. Véronique lui avait dit que je m'étais enfermée pendant une crise de colère. Il l'avait cru. Je ne pleurais pas. Je ne pleure plus devant elle. Mais je murmurai, est-ce juste une punition, dis-je à voix haute. Ou est-ce vraiment qui elle est? Ma voix n'eut pas d'écho. Elle disparut simplement dans l'air, avalée tout entière. Puis je me souvins de la montre. Je la portais tous les jours depuis que tante Isabelle me l'avait offerte. Un petit écran carré avec un bracelet en silicone rose. Je la portais parce qu'elle comptait mes pas. Parce qu'elle vibrait quand j'avais des textos. Parce que tante Isabelle avait dit, si jamais tu as des ennuis, maintiens le bouton latéral enfoncé pendant 3 secondes. Je cherchais mon poignet. Elle était toujours là. Mes doigts tremblaient. J'appuyais et maintins. 1, 2. 3. La montre vibra une fois. Puis une minuscule lumière rouge se mit à clignoter en bas de l'écran. Je laissai échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Ce n'était pas fort. Elle ne sonnait pas, ne faisait aucun bruit, mais elle clignotait. Ça voulait dire que le signal était parti. Peut-être. Je la fixai dans le noir. La faible lueur, la seule chose que je pouvais voir. S'il vous plaît, murmurai-je. Faites que quelqu'un écoute. La lumière rouge clignota de nouveau, douce, rythmée, comme un battement de cœur dans le noir. Je gardai les yeux dessus, non pas parce que je m'attendais à ce qu'elle fasse autre chose, mais parce que c'était la seule chose en bas qui prouvait que j'existais encore. Tout le reste, les murs en béton, le silence, le froid, me donnaient l'impression d'avoir déjà été oublié. Je ne bougeais pas pendant un moment. Je n'osais pas. J'avais peur que le moindre son, le moindre changement de poids sur les escaliers ne la fasse revenir. Véronique était imprévisible quand elle se sentait acculée. Je l'avais appris à mes dépens, comme la fois où elle m'avait laissé dehors en décembre sans manteau parce que j'avais levé les yeux au ciel. Tandis que j'étais assise là, les jambes repliées sous moi, le poids de la journée s'effondra sur mes épaules. J'essayais de tout reconstituer. Ce que j'avais dit, ce que j'avais fait. Comment avais-je pu me retrouver à nouveau ici? Était-ce à cause du verre cassé? Était-ce la façon dont je n'avais pas levé les yeux assez vite quand elle avait parlé? Il y a 2 jours, j'avais oublié de sortir les poubelles. C'était peut-être ça. Elle trouvait toujours une raison. Il y a une semaine, Olivier, mon père, m'avait regardé étrangement après le dîner. Sa fourchette flottait encore au-dessus de son assiette quand il a demandé « Tu as bien pris tes médicaments aujourd'hui ?» J'ai cligné des yeux. Je ne prends pas de médicaments. Il a eu l'air confus. Véronique a dit « Tu prends quelque chose pour tes humeurs, pour la concentration. » La voilà. Cette minuscule fissure dans la confiance et je ne l'avais même pas vue venir. Véronique avait semé des graines dans mon dos. De petites insinuations que je n'étais pas stable. Des pics subtils masqués par de l'inquiétude. Elle disait aux voisins que je traversais une phase, et à Olivier que j'avais des crises de colère. J'aurais dû voir le piège se refermer, mais je ne l'ai pas vu, parce que qui veut croire que sa belle-mère mène une guerre silencieuse contre vous dans votre propre maison? La montre vibra de nouveau. J'ai failli la laisser tomber. Une faible lueur se répandit sur l'écran. Un message apparut. SOS reçu. Restez immobile.
Les secours sont en route. Pendant un instant, tout en moi s'effondra. Je le sentis dans ma gorge, dans ma poitrine, dans la façon dont mes épaules se mirent à trembler légèrement. C'était la première fois depuis des mois, peut-être des années, que je sentais que quelqu'un m'écoutait. Peut-être que tante Isabelle avait reçu le signal. Peut-être qu'elle était déjà au téléphone avec quelqu'un. Peut-être. Mais une pensée sombre se fraya un chemin. Et si c'était un test? Et si Véronique savait que j'appuierais? Et si elle avait manigancé ça pour voir jusqu'où j'irais? Elle était maligne comme ça. Elle aimait jouer sur le long terme. La vibration fut suivie par le silence. Plus de mise à jour, pas de confirmation. Je fixai l'écran, attendant quelque chose. N'importe quoi. Puis des pas à l'étage. Lents, réguliers. On frappa à la porte. Je retins mon souffle. Je n'entendais pas les mots, juste les hauts et les bas de la voix de Véronique à travers le plancher. Calme, enjouée, décontractée, le genre de voix qu'elle utilisait en discutant de vin à une réunion de l'association des parents d'élèves. La porte se referma. Des pas s'éloignèrent. Personne ne vint à la cave. Mon estomac se noua. Était-il parti? Les avait-elle renvoyés? L'avait-il cru? La panique bouillonnait dans ma poitrine. J'appuyai de nouveau sur le bouton latéral de la montre, même si je savais que c'était inutile. Une seule pression n'enverrait pas un autre signal. Il était déjà parti. J'enroulai de nouveau mes bras autour de mes jambes et appuyai ma tête contre le mur. C'était ça, le truc avec Véronique. Elle savait vendre une histoire. Tout le monde l'adorait. Elle préparait des gâteaux pour la fête des voisins. Elle riait trop facilement, trop fort. Elle portait des perles quand elle recevait. Elle était la mère parfaite de l'APE. Et moi, j'étais juste l'adolescente maussade qui pleurait encore une mère que personne d'autre ne semblait regretter. Les gens voyaient ce qu'ils voulaient voir. Même Olivier, elle lui donnait l'impression d'être l'élu. C'était son pouvoir. Elle a pris la place que ma mère avait laissée et l'a si bien remplie que même moi, j'ai presque cru qu'elle y avait sa place. Il y a eu un moment, peut-être 3 mois après son emménagement, où j'ai essayé de l'appeler « maman » par accident. Elle a ri. A dit que c'était mignon. Elle ne m'a jamais laissé l'oublier. Un autre flash de mémoire. Un soir, l'année dernière, j'étais restée à la maison, malade. J'avais à peine mangé, j'avais une petite fièvre et je voulais juste dormir. Olivier est rentré plus tôt. Véronique l'a accueilli à la porte, les bras croisés, le sourire crispé. Elle a encore séché les cours. Quoi, dit-il. Elle va bien. Je lui ai dit que si elle voulait faire semblant, elle devait mieux cacher son ordinateur portable. Il m'a regardé. J'ai essayé d'expliquer. Mon visage était rouge, mes mains tremblaient. Il ne m'a pas cru. Elle ment surtout, dit Véronique, sa voix calme et déçue, et il a hoché la tête. C'est cette nuit-là que j'ai arrêté d'essayer de me justifier. Je baissai les yeux sur la lumière clignotante de la montre, qui brillait toujours. Je ne savais pas qui l'avait vue. Je ne savais pas si quelqu'un ferait quelque chose. Mais pour la première fois, je n'attendais pas seulement. Je resserrai le bracelet de la montre autour de mon poignet. Pas parce qu'il était lâche, mais parce que je voulais le sentir. Je voulais sentir quelque chose qui était encore à moi. Même si personne ne me croyait, même s'il repartait, je ne resterais pas silencieux cette fois. J'entendis de nouveau du mouvement en haut. Plus rapide maintenant. Pas la même démarche lente que tout à l'heure. Cette fois, les pas ne se détournèrent pas. Ils venaient droit vers la cave. Il y eut une pause. La personne qui arrivait s'arrêta juste de l'autre côté de la porte. Je retins mon souffle si fort que je pouvais entendre mon pouls battre derrière mes oreilles. Pendant une seconde, j'ai cru que la poignée allait tourner. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, la porte s'ouvrirait en grinçant et que tout cela prendrait fin. Mais la poignée ne bougea pas. Rien ne se passa. Le silence à nouveau. J'étais assise parfaitement immobile au bas des escaliers. La lumière rouge de ma montre clignotait faiblement à côté de moi. Le seul son était le bourdonnement lointain du réfrigérateur à l'étage et le craquement occasionnel du vieux bois. Quelqu'un avait été là, mais il était parti. Ou alors il regardait encore, attendant. Je n'eus pas le temps de deviner.
Le calme donna à mon esprit la permission de vagabonder, bien que j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. Mes pensées retournèrent à un hiver que j'avais essayé d'oublier, il y a 2 ans, avant même que Véronique n'ait entièrement emménagé ses affaires dans la chambre principale. Il avait neigé cette nuit-là, assez pour couvrir la terrasse arrière d'une épaisse couche blanche. J'étais rentrée tard de l'école parce que les bus étaient ralentis. Et quand je suis entrée, trempée jusqu'aux os et grelottante, Véronique attendait avec une serviette dans une main et une question dans l'autre. « Où étais-tu » demanda-t-elle, les lèvres pincées, les yeux vides. « Le bus a été retardé. »« La neige, comment sais-je » Elle secoua la tête et se dirigea vers la cuisine, sa voix tranchante coupant l'air derrière elle. « Tu es toujours pleine d'excuses. » C'est cette nuit-là que je me suis retrouvée à la cave pour la première fois. À l'époque, l'ampoule suspendue au plafond fonctionnait encore, mais à peine. Elle vacillait comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait aider ou hanter. Il y avait des boîtes en carton empilées le long des murs, certaines à moitié ouvertes, remplies de choses de ma mère que Véronique disait être en train de trier. Elle ne l'a jamais fait. L'odeur de moisi avait déjà commencé à s'installer. Elle m'a laissé là sans manteau, sans couverture et sans moyen d'appeler qui que ce soit. Je me suis recroquevillée derrière une vieille table de ping-pong pliée et j'ai attendu le matin. Le lendemain, quand Olivier est revenu d'un service tardif, je lui ai tout raconté. Je lui ai tout dit, et il m'a regardé comme si j'avais accusé le facteur de meurtre. Elle m'a dit que tu t'étais énervée et que tu t'étais enfermée là-dedans, a-t-il dit. Elle a dit que tu avais une de tes crises. Je me souviens être restée dans le couloir, dégoulinant de la neige fondue encore coincée dans mes chaussures, et avoir pensé, il la croit vraiment. C'est cette nuit-là que quelque chose en moi a commencé à se plier. Pas à se briser, pas encore, juste à se replier sur soi-même en silence. Je n'ai pas toujours été comme ça. Il fut un temps où je répondais, où je criais, claquais les portes, exigeais d'être entendue. Mais ça n'a jamais marché. Ça ne faisait que la pousser à s'enfoncer davantage. Elle était stratégique. Pour mon 15e anniversaire, Véronique a organisé une petite réception dans le salon. Olivier avait invité 2 voisins, quelques collègues de travail et la famille de sa sœur. Elle a fait un gâteau, acheté en magasin mais présenté comme fait maison, et s'est assurée que tout le monde ait quelque chose à boire. Elle a même porté un toast. Mais au moment d'installer les chaises, elle a désigné le coin le plus éloigné près de la cheminée. « Tu peux t'asseoir là » m'a-t-elle dit, juste assez fort pour que tout le monde entende. « Comme ça, tu ne gêneras pas le passage. » Je suis restée assise là toute la soirée. Personne n'a remarqué. Personne n'a posé de questions. La même année, lorsque nous avons envoyé la carte de vœux, c'était une photo d'Olivier, de Véronique et de sa nièce assis en pulls assortis sur le porche. Mon nom n'était pas sur l'enveloppe. La carte disait « Vœux chaleureux de notre foyer au vôtre. La famille Martin ». Ce n'était plus ma maison. Pas vraiment. Je ramenais mes genoux plus près de ma poitrine, l'humidité du sol de la cave s'infiltrant dans mon jean. Mes doigts parcoururent les fissures du béton près de la marche du bas, traçant de vieilles lignes inégales gravées dans la surface. Au début, j'ai cru que c'étaient des éraflures aléatoires, mais ensuite je les ai reconnues. De la craie. Je me penchai, plissant les yeux pour distinguer les faibles lignes et les chiffres. Jour 1, jour 2, jour 3. C'est moi qui avais fait ça. J'avais 13 ans et Véronique m'avait enfermée ici pendant près de 3 jours une fois. Je marquais le mur chaque matin avec un morceau de craie pour trottoir que j'avais trouvé près du tas de linge. Olivier était en déplacement pour une conférence cette fois-là aussi. Quand il est revenu, je n'ai rien dit parce que je savais qu'elle lui dirait que je mentais. En regardant ces lignes de craie maintenant, je sentis quelque chose se tordre dans mon ventre. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était même pas de la tristesse. C'était de la clarté. Ce n'était plus une punition. Ce n'était pas une mise au coin. C'était une suppression. Je n'étais pas disciplinée. J'étais en train d'être effacée. Véronique ne me voyait pas comme une belle fille. Elle me voyait comme un inconvénient, une menace pour sa réalité soigneusement construite. Chaque fois que je prenais la parole, chaque fois que je tenais bon, elle transformait cela en un autre exemple de mon instabilité. Olivier voulait la paix. Il ne voulait pas remettre en question la femme qui préparait le dîner, organisait son tiroir à chaussettes et savait toujours quoi dire quand des invités venaient. Et je lui avais facilité la tâche. Je me levai lentement, époussetant mes paumes. L'air dans la cave était plus lourd maintenant,
comme s'il avait absorbé le poids de ce dont je m'étais souvenu. Dans le coin, près d'une pile de bacs de rangement cassés, j'aperçus une poignée en plastique arrachée. Elle avait appartenu à un sac rempli de décorations de Noël. Je la ramassai et me dirigeai vers le centre du sol. Puis, je m'accroupis et traînai la poignée dans la poussière, dessinant une ligne épaisse et droite sur le sol. C'est la dernière fois, murmurai-je. Non pas parce que je m'attendais à ce que quelqu'un m'entende, mais parce que j'avais besoin de le dire à voix haute. Je me rassis contre le mur, la ligne dans la poussière s'étirant devant moi comme une frontière entre la fille que j'avais été et celle que je devais devenir. D'en haut, j'entendis la poignée de la porte cliqueter. Puis sa voix, trop calme, trop douce pour ce qu'elle avait fait, s'infiltra à travers les fentes du plancher comme du poison dans du miel. « Ma chérie » appela Véronique. « Pourquoi ne sors-tu pas maintenant ?» Elle ne criait pas. Ça aurait eu trop de sens. Non. Véronique parlait à travers la porte comme si elle m'invitait à déjeuner. « Si seulement tu te comportais bien, » dit-elle, sa voix douce et régulière. Nous n'en serions pas là. Je ne répondis pas. Mon dos était contre le mur en béton, les jambes repliées contre ma poitrine, les bras serrés autour de mes genoux. Ce n'était pas le froid qui me faisait frissonner. C'était la performance. La façon dont elle faisait croire que c'était mutuel, que ce moment avait été négocié entre deux adultes consentants, que j'avais choisi cela. Je pouvais l'imaginer de l'autre côté de cette porte, probablement pieds nus, légèrement appuyée sur le cadre, le visage doux. Peut-être avait-elle un verre de vin dans une main. C'était son tour de passe-passe préféré, être calme. Elle ne criait pas, ne menaçait pas. Ce n'était pas son style. Son arme était la raison enrobée de sucre. Cela donnait à tout ce qu'elle faisait une apparence justifiée, même enfermer une enfant dans une cave. Si seulement tu pouvais apprendre à parler comme une personne normale, ajouta-t-elle. Ça n'arrêterait pas d'arriver. Mon cœur battait contre mes côtes, non pas de peur, mais de fureur, froide, silencieuse et prête à brûler. Je gardais les lèvres serrées, mais à l'intérieur, je hurlais. Ce n'était pas de la discipline. Ce n'était pas une punition. C'était de la survie. Je me souvins de la conseillère d'orientation du collège. J'avais 14 ans et nous avions eu une intervention sur la sécurité émotionnelle. Après, la conseillère m'avait prise à part dans le couloir. Je ne me souviens même pas de ce que j'avais dit. Je devais avoir l'air pâle ou fatigué, ou quelque chose comme ça. Elle m'avait demandé si tout allait bien à la maison. J'avais répondu quelque chose comme « Parfois, je ne me sens pas en sécurité ». Elle avait hoché la tête, pris des notes, m'avait demandé si je voulais parler en privé. C'était la seule fois où j'avais failli tout dire. Véronique s'était présentée à l'école le lendemain matin, grand sourire, tenant un plat de tarte au citron, disant qu'elle était là pour donner des gâteaux au bureau de la conseillère et prendre des nouvelles de Juliette. Elle avait bavardé avec le personnel de l'accueil, complimenté la coupe de cheveux de quelqu'un. Au moment où elle était partie, je n'étais plus qu'une autre adolescente maussade qui dramatisait un week-end de punition. Après ça, j'ai tout gardé pour moi. Mais pas tante Isabelle. Je pensais à elle maintenant, à la façon dont elle n'était jamais tombée dans le panneau des manières douces de Véronique. Isabelle vivait à Bordeaux, assez loin pour ne pas être dans le quotidien, mais assez proche pour rester dans ma vie. À chaque anniversaire, elle envoyait des lettres manuscrites. À chaque appel vidéo, elle me regardait dans les yeux. Elle ne me demandait jamais si j'étais sage. Elle me demandait si j'étais entendue. La montre qu'elle m'avait donnée n'était pas chère. Elle n'avait pas de GPS ni de vidéo, juste une petite fonction d'alerte d'urgence cachée dans les paramètres. Quand elle me l'a tendue à Noël dernier, elle a dit « Si personne n'écoute ta voix, laisse les données parler pour toi ». À l'époque, j'ai pensé que c'était une façon poétique de dire « Reste en contact ». Maintenant, je réalisais qu'elle savait. Je jetai un nouveau coup d'œil à l'écran. 22% de batterie restante. Toujours clignotante, toujours silencieuse. L'écran s'était assombri, mais l'icône rouge dans le coin supérieur me donnait quelque chose à quoi m'accrocher. D'un pouce tremblant, je naviguai dans le menu et tapai un court message. Toujours enfermé. J'appuyai sur envoyer. Puis j'écoutai. À l'étage, les pas de Véronique s'éloignèrent. Une pause, puis un rire, court et sec, pas réel. J'entendis sa voix au téléphone, toute chantante et enjouée. Oui, non, tout va bien ici, dit-elle. Silence, puis encore un faux rire.
Juliette est chez sa tante pour le week-end, ça me donne une petite pause. Dieu sait que j'en avais besoin. Mon estomac se retourna. Elle couvrait ses traces en temps réel. Elle repassa devant la porte de la cave. J'entendis le léger grincement de la fenêtre de la cuisine qu'on ouvrait. L'odeur de spray pour tissu à la lavande descendit, elle devait en vaporiser sur les coussins du canapé. L'illusion de paix devait avoir une odeur. On frappa à la porte. Je me figeai. De la fenêtre, je pouvais à peine distinguer les voix étouffées. Un homme à la voix grave. Puis Véronique, pétillante et désolée. Oh, vous devez penser au week-end dernier, gazouilla-t-elle. Elle est revenue chercher son sac de cours. Je n'étais pas à la maison, alors elle vous a juste fait un signe et est partie. Vous savez, les ados. Une pause. Elle est avec Isabelle maintenant, à Bordeaux. Je peux lui envoyer un texto si vous voulez. L'homme marmonna quelque chose. Je ne pus pas saisir. Non, non, pas la peine, dit-elle rapidement. Merci d'être passé, cependant. Vraiment. La porte se referma. Ses talons claquèrent doucement sur le parquet. Je restai figé une minute entière, digérant la vérité. Elle mentait sans hésitation, sans ciller, sans conscience. Aux voisins, aux amis, aux gens qui se porteraient garants pour elle quand tout s'effondrerait. Je me levai lentement, les jambes raides d'être resté accroupi trop longtemps. Mes genoux craquèrent. L'air semblait de nouveau plus lourd, mais je n'avais plus peur. J'en avais fini d'attendre. Je commençai à faire les 100 pas d'un côté à l'autre de la cave, les bras croisés, le cœur battant. Tu crois que personne ne m'entend ? Dis-je doucement aux ombres autour de moi. Mais quelqu'un le fera. Je n'étais pas sûr si je lui parlais à elle ou à moi-même, mais les mots me semblaient être une armure. Je pris une autre profonde inspiration et levai les yeux vers les poutres en bois au-dessus de moi. Elles faisaient partie de cette maison depuis plus longtemps que moi. Elles avaient entendu plus de vérité que quiconque à l'étage. Je murmurai de nouveau, plus fermement cette fois. Je ne me tairai plus. Et juste à ce moment-là, ma montre vibra. Pas un message, pas une alerte. Un signal en direct. C'était faible au début. Une vibration si subtile que je l'ai presque manquée. Mais elle était là. Constante, réelle, vivante. Je baissai les yeux et l'écran de la montre s'alluma. Connexion en direct active. Mes mains tremblaient alors que je tenais l'écran plus près de mon visage. Puis une voix, petite, légèrement déformée, mais incontestablement humaine, sortit du minuscule haut-parleur. Juliette, ici l'agent du bois. Si vous m'entendez, les secours sont en route. Je ne bougeais pas. Je ne respirais pas. J'écoutais simplement. J'étais restée silencieuse pendant des heures, mais c'était le premier silence qui ne me faisait pas me sentir invisible. Ça arrivait. Quelqu'un savait. Mes yeux me brûlaient, non pas de larmes, mais du flot soudain de quelque chose que je n'avais pas osé ressentir depuis des jours. La validation. Tout le gaslighting, les insultes murmurées, les pics subtils. Tu es trop sensible. Tu prends toujours les choses de travers. Arrête de te comporter en victime. Rien de tout cela n'importait à ce moment. Je n'étais pas folle. Je n'exagérais pas. Quelqu'un à l'extérieur me croyait assez pour se connecter. Véronique ne savait pas. À l'étage, elle bougeait toujours comme si la maison lui appartenait, comme si tout allait bien. Le faible son d'une sitcom parvint jusqu'à la cave. Je pouvais l'imaginer allongée sur le canapé, téléphone dans une main, un verre de vin dans l'autre, les jambes repliées sous ce ridicule plaid en cachemire qu'elle exhibait toujours aux fêtes. Si la police suivait déjà le signal, ils avaient ma position. Ils savaient que j'étais toujours dans la maison. Je pressai ma main contre le mur froid en béton et murmurai, je t'avais prévenu. Non pas par dépit, mais par vérité. Ce n'était plus de la peur. C'était de la résolution. Elle pouvait fredonner toute la soirée. Elle pouvait redresser les torchons de la cuisine et essuyer les comptoirs, mais elle ne pouvait pas nettoyer ça. Pas cette fois. Mes doigts se resserrèrent sur le bord du bracelet de la montre, et ce petit acte de défi manquera. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que j'essayais de me défendre. Il y a des années, je l'avais enregistrée une fois, sa voix s'élevant dans ce ton mielleux et cruel qu'elle utilisait quand personne n'était là.
J'avais caché mon téléphone dans le panier à linge, lancé l'enregistrement et laissé capturer tout. Quand elle l'a trouvé, elle n'a pas crié, elle n'a pas grondé. Elle a souri, a pris le téléphone, est allée à la cuisine et l'a frappé contre le carrelage jusqu'à ce que l'écran se fissure, puis se fende, puis se brise complètement. Puis elle s'est agenouillée à côté de moi. « Et c'est encore une fois », a-t-elle dit. « Et ce ne sera pas le téléphone qui se cassera la prochaine fois. » Je n'ai pas réessayé. Pas jusqu'à maintenant. La différence. Cette montre était toujours sur moi, faisait toujours partie de moi. Elle n'y a pas réfléchi à deux fois. Juste un autre gadget d'adolescente à moquer. Son erreur. J'ajustai la manche de mon sweat pour couvrir l'écran clignotant et me rassis sur la marche du bas. Mes oreilles tendues pour des sons au-delà des murs. Rire de la télé. Glaçons qui teintent dans un verre. Une porte qui s'ouvre. Peut-être le frigo. Je ne savais pas combien de temps il faudrait pour que les secours arrivent. Mais je savais une chose. Elle n'avait plus le contrôle. Pas entièrement. Mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai de nouveau entendu sa voix. Cette fois depuis la cuisine, plus forte, impatiente. « Olivier », dit-elle au téléphone, plus fort maintenant. Je te le dis, elle recommence. Il y eut une pause. Puis elle rit, mais c'était forcé. Non, elle n'est pas vraiment coincée. Elle s'est mise là-dedans toute seule. Elle a verrouillé la porte de l'intérieur. Elle essaie de me faire culpabiliser. Une autre pause, puis plus doucement. Je sais, mais c'est épuisant. Je veux dire, qu'est-ce que je suis censé faire? La sortir de là en la traînant de force? Ça ne fera qu'empirer les choses. Je l'imaginais à l'autre bout du fil, fatigué de son voyage, regardant un mur d'hôtel, hochant la tête sans écouter. Sa réponse vint, étouffée, mais assez claire. Essaie juste de garder les choses calmes, Véronique. Elle sourit au téléphone. Je ne le voyais pas, mais je connaissais l'expression. Toujours, dit-elle doucement. Et puis elle a raccroché. C'était son filet de sécurité. L'homme qui lui faisait confiance parce qu'elle gardait ses chemises repassées et le salon propre. On frappa quelques minutes plus tard. 3 coups secs, ni frénétiques, ni urgents, mais déterminés. Je me raidis. Des pas à l'étage, le grattement de sa chaise, le clic de ses talons sur le carrelage, la porte qui s'ouvre. « Bonsoir », dit Véronique, la voix dégoulinant d'hospitalité. « Je peux vous aider ?» Une voix masculine répondit. Je n'entendais pas les mots, juste le rythme de l'inquiétude. Puis vint sa réponse, légère et aérienne. « Oh non, il n'y a que moi ici ce soir. Ma belle-fille est chez sa tante à Bordeaux. Vous avez dû la voir la semaine dernière. » Pause. Elle est revenue brièvement hier, a pris son sac de cours et est repartie. Vous l'avez probablement manqué. Mon estomac se tordit. L'homme a dû dire autre chose car son ton devint un peu plus ferme. J'apprécie votre vigilance, dit-elle. Mais je vous assure, tout est sous contrôle. La porte se referma. Ma mâchoire se serra. Les secondes s'écoulèrent lentement. Puis la porte d'entrée grinça de nouveau. Je me levai. Chaque marche de l'escalier de la cave me semblait être une poussée dans des sables mouvants. Quand j'atteignis le sommet, je levai mon poing et frappai contre la porte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je suis là, criai-je, la voix brisée m'éclaire. Silence. Le genre qui ne vient pas du calme, mais du choc. Je m'éloignai de la porte, le cœur battant la chamade. Quelque part à l'étage, quelqu'un venait d'entendre quelque chose qu'il n'était pas censé entendre. Et pour la première fois en 2 ans, j'entendis quelque chose dans la voix de Véronique que je n'avais jamais entendu auparavant. La panique. Sa voix se brisa. À peine, mais c'était suffisant. Assez pour me dire qu'elle n'avait plus le contrôle. Je restai immobile, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais l'entendre s'effondrer. Après des années à l'écouter faire semblant, entendre ne serait-ce qu'une pointe de panique se glisser dans sa voix ressemblait à la justice qui frappait en avance. J'étais toujours debout en haut des escaliers de la cave, ma main planant près de la poignée. Elle ne s'ouvrit pas. À la place, j'entendis le bruissement de mouvements précipités, ses pantoufles sur le parquet, le grincement des lattes qu'elle me disait toujours d'éviter quand il y avait des invités. Puis sa voix à nouveau,
plus basse cette fois, presque un sifflement. Juliette n'ose même pas aggraver les choses pour toi. Elle essayait de se recalibrer, de reprendre la situation en main comme elle le faisait toujours. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Le silence que je lui offrais maintenant était plus fort que n'importe quel argument que j'aurais pu avancer. Je l'entendis bouger à nouveau. « Qu'est-ce que tu essaies de faire, au juste ?» murmura-t-elle plus pour elle-même que pour moi. « Il n'y a personne ici. Ils ne viendront pas. Tu essaies juste de me mettre dans l'embarras. » C'était trop tard pour ça. La performance se délitait. Le cri que j'avais poussé quelques minutes plus tôt avait fait voler en éclats les projecteurs de la scène. Pour la première fois, sa voix ne pouvait pas couvrir la vérité. Une pause. Puis la clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit lentement, centimètre par centimètre, comme si elle espérait que le délai effacerait ce qui s'était déjà produit. Elle jeta un coup d'œil par l'entrebâillement et sourit, un sourire crispé et contrôlé. « Te voilà, » dit-elle comme si nous venions de nous croiser dans le couloir. « Ma chérie, qu'est-ce que tu fais en bas ? » Je ne bougeais pas, monte. Tu as eu ton petit moment. Ne soyons pas mélodramatiques. Son ton était trop égal, trop doux. Je me tins au bas des escaliers et croisai son regard. Ne m'appelle pas comme ça. Elle cligna des yeux. Quoi ? Je dis, ne m'appelle pas comme ça. Elle s'agrippa un peu plus fort au cadre de la porte. Juliette, tu exagères complètement. Je montai une marche. Tu m'as enfermée ici. Son visage changea. Juste un éclair. Elle pencha la tête et offrit son froncement de sourcils étudié. Ce n'est pas vrai. Tu étais contrarié. Tu voulais être seule. J'ai respecté ça. Une autre marche. Tu m'as poussé. Arrête de déformer les choses. Sa voix monta d'une demi-octave. Nous l'avions toutes les deux entendue. Les gens dehors aussi. Un autre coup à la porte. Elle se retourna, surprise. Madame, police nationale, appela une voix à travers la porte d'entrée. Nous faisons suite à une alerte de bien-être. Pourriez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se posèrent sur moi, puis retournèrent vers le salon. J'avançai encore, ma voix basse. Ils m'ont entendu. Elle jeta un regard vers la cave comme si elle pouvait claquer la porte à nouveau, m'enfermer de nouveau, prétendre que rien ne s'était passé, mais elle ne le pouvait pas. Nous entendîmes toutes les deux le coup se transformer en un point. Madame, c'est une demande sérieuse. Ouvrez la porte maintenant. Elle recula, s'accrochant toujours à sa version de l'histoire comme si elle pouvait la sauver. Je vais m'en occuper, dit-elle. Et puis elle disparut. En haut des escaliers, à travers le couloir, jusqu'à l'entrée de la maison. Je la suivis lentement, gardant juste assez de distance pour éviter sa portée, mais assez près pour la voir s'effondrer. De la cuisine, j'entendis sa voix faussement enjouée. « Agent, bonsoir. Désolé, ça m'a pris une minute. » « Éloignez-vous de la porte, s'il vous plaît, » dit l'un d'eux sèchement. « Oh, bien sûr. C'est juste un malentendu. Tout va bien ici. » Un temps. « Madame, nous avons besoin que vous reculiez. » Nous entrons. « Attendez, ce n'est vraiment pas nécessaire. Vous faites peur à, le bois craqua. » La porte s'ouvrit avec fracas. Pendant un instant, tout se figea, même Véronique. Elle se tenait là dans son cardigan et ses perles, les mains à moitié levées en fausse surprise, la bouche juste assez ouverte pour feindre l'inquiétude. Des lampes de poche balayèrent le couloir. 2 policiers entrèrent. L'un tenait une tablette, les yeux scrutants. L'autre se concentra sur Véronique. « Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison ?» demanda le plus jeune. Elle commença à répondre, mais je m'avançai dans l'embrasure de la porte derrière elle. « Je suis là, dis-je. » Ils se tournèrent vers moi. « Êtes-vous Juliette ?» demanda l'un d'eux. Je hochai la tête. Véronique se retourna, le visage pâle. Elle invente tout ça. Elle fait ça. Elle devient mélodramatique. Le policier en chef passa devant elle sans sourciller. « Pouvez-vous venir avec moi, mademoiselle ?» Il tendit la main vers mon bras, mais pas de manière brutale.
Je le suivis à travers le couloir, passé la cuisine, jusqu'au salon où 2 autres policiers entraient par l'entrée latérale. Derrière moi, Véronique continuait de parler. Elle a toujours été instable. Demandez à son père. Elle ment. Elle ment tout le temps. Mais personne ne l'écoutait plus. Une des policières, plus âgée et calme, me guida doucement vers le canapé. Elle s'agenouilla à côté de moi, sortit un carnet. « Je suis l'agent Dubois », dit-elle. « Nous avons reçu un signal d'urgence. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Je hochai la tête. Elle m'a enfermé dans la cave. J'ai appuyé sur le SOS de ma montre. Elle baissa les yeux sur mon poignet. « Je peux ?» Je le lui tendis. Elle tapota l'écran, lut les notifications, puis ses yeux parcoururent l'historique des journaux. Elle ne dit rien au début, mais je vis son expression se durcir. « Vous avez cette montre depuis combien de temps ?»« Environ 9 mois. Ma tante me l'a offerte. » Elle tapota de nouveau, fit défiler les données. Elle a enregistré des signaux de détresse, des pics de fréquence cardiaque, des pics audio, des schémas de mouvement montrant un confinement. Un autre policier s'approcha avec un appareil photo et commença à photographier mes poignets, qui portaient encore de légères marques rouges de l'endroit où je m'étais débattu plus tôt. Elle a été là-dedans plus d'une fois, marmonna-t-il à Dubois. Je sais, répondit-elle. Je restai assise pendant qu'il recueillait les preuves. Il se déplaçait dans la maison avec une urgence mesurée, ouvrant les portes, photographiant les pièces, vérifiant les serrures et les fenêtres. Véronique était maintenant assise sur une chaise de la salle à manger, gardée par un autre policier. Elle continuait de marmonner à propos de malentendus et de faire de son mieux, mais les mots n'avaient plus d'effet. Dubois s'accroupit de nouveau devant moi, plus doucement cette fois. « Vous avez agi intelligemment, dit-elle. Cette montre vous a probablement sauvé la vie. » Je clignai des yeux et pour la première fois depuis si longtemps, je me permis de respirer. Le son de la voix de Véronique griffait le couloir du commissariat alors que la porte se refermait derrière elle. Quelque chose sur les mensonges, quelque chose sur la trahison. Mais ces mots ne portaient plus. Pas ici. Pas maintenant. L'agent Dubois me guida doucement vers une pièce plus calme au fond du poste, sa main posée fermement sur mon épaule. C'était la première fois en 2 ans que quelqu'un me touchait sans suspicion ni manipulation. Je ne savais pas à quel point j'en avais eu besoin. Pendant ce temps, Véronique criait derrière nous alors que les policiers l'escortaient vers la garde à vue. Elle vous manipule. Elle a toujours été douée pour ça. Demandez à Olivier. Je ne tressaillis pas, Dubois ne s'y a pas. Nous continuâmes simplement à marcher. À l'intérieur de la petite pièce faiblement éclairée, une policière me tendit une bouteille d'eau. Je ne réalisais à quel point ma gorge était sèche qu'au moment où elle toucha mes lèvres. Prenez votre temps, dit Dubois, s'asseyant en face de moi. Mais nous devons passer en revue certaines choses ensemble. Pouvez-vous rester avec moi ? Je hochai la tête. Elle sortit une tablette et désigna mon poignet. Puis-je synchroniser votre montre avec notre système ? J'étendis mon bras. Mes doigts me semblaient engourdis, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Dubois connecta l'appareil et attendit pendant que les données se téléchargeaient. L'écran montrait les journaux des 9 derniers mois. Pic de fréquence cardiaque, enregistrement audio, horodatage, suivi des mouvements. Ma poitrine se serra rien qu'en voyant tout cela étalé. Tous ces moments où je pensais être seule, criant dans le vide, avaient en fait été capturés par quelque chose que je portais comme une seconde peau. Vous vous prépariez à ça, dit-elle, presque pour elle-même. Je hochai de nouveau la tête. Je ne faisais pas encore confiance à ma voix. Elle tapota l'écran encore quelques fois, parcourant les graphiques, examinant les schémas. Puis elle tourna la tablette vers moi. Ces pics, souligna-t-elle, se produisent presque au même moment, à des semaines d'intervalle, aux mêmes dates où Olivier était en déplacement, avec la même durée, les mêmes pics de fréquence cardiaque. Sa voix était calme mais claire. Savez-vous ce que cela signifie ? Ça veut dire, dis-je lentement, que je n'inventais rien. Ça veut dire, répondit-elle, que vous n'avez jamais été celle qui était instable. Elle se leva, fit un signe à un autre policier et lui demanda de commencer à examiner les fichiers audio. La pièce se remplit du doux bourdonnement des équipements, des bips des scanners et des voix basses organisant l'épreuve. Quelques minutes plus tard, le premier fichier fut lu.
La voix de Véronique coupa la pièce comme un couteau dentelé. Tu veux te comporter comme une petite peste? Je te traiterai comme telle. Tu crois que quelqu'un se soucie de ce que tu penses? Clic, un autre extrait commença. Ma voix, faible et tremblante. S'il te plaît. Je n'ai rien fait. J'ai juste oublié de répondre au texto. Je ne voulais pas, Véronique de nouveau. Si jamais tu ouvres la bouche à ce sujet, je m'assurerai que tu le regrettes. Tu me comprends? Je baissai les yeux sur mes mains maintenant jointes sur mes genoux. Personne dans la pièce ne parla pendant un moment. Personne n'en avait besoin. Puis la porte s'ouvrit. Une voix familière, tremblante, plus âgée, la culpabilité s'accrochant à chaque mot. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je dois parler à quelqu'un. Je me tournai lentement. C'était Marie-Claire. La femme de ménage qui travaillait avec nous quand ma mère était encore en vie. Elle était partie peu de temps après l'emménagement de Véronique. Disant que c'était trop pour elle. Je m'étais toujours demandé pourquoi elle ne m'avait jamais regardé dans les yeux en partant. Maintenant, je savais. L'agent Dubois sortit dans le couloir avec elle et ils parlèrent doucement pendant quelques minutes. Quand elles revinrent, les yeux de Marie-Claire étaient rouges. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, commença-t-elle, à peine au-dessus d'un murmure. J'ai vu des choses. Pas tout, mais assez. Des fois où Juliette était enfermée dans sa chambre. Des fois où j'entendais des pleurs derrière la porte de la cave. Je n'ai jamais cru ce que Véronique me disait. Pas vraiment. Mais je n'ai pas insisté. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Elle me regarda droit dans les yeux. J'avais peur d'elle, mais j'ai encore plus honte de ne pas avoir parlé plus tôt. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je n'étais pas émue, mais parce qu'entendre quelqu'un l'admettre enfin, qu'il l'avait vu, que je ne l'avais pas imaginé, me donna quelque chose de plus fort que des larmes. Cela me donna un terrain sur lequel me tenir. Dubois remercia Marie-Claire et la raccompagna. Puis elle revint, cette fois avec une copie imprimée des fichiers audio et un dossier rempli des données de ma montre. Elle le posa sur la table comme un bouclier. « Êtes-vous prête à parler maintenant ?» demanda-t-elle. Alors je l'ai fait. Je leur ai tout dit. Chaque incident, chaque bleu que j'avais caché avec mes manches. Chaque fois que Véronique m'avait dit d'être une gentille fille et de me taire. Chaque fois qu'Olivier avait détourné le regard parce qu'il ne voulait pas que la vérité ruine son illusion confortable. J'ai parlé pendant plus d'1 heure. Ma voix s'est brisée quelquefois, mais je ne me suis pas arrêtée. Quand j'eus fini, Dubois me regarda dans les yeux. « Nous vous croyons, dit-elle. » Dehors, je pouvais entendre la voix de Véronique s'élever à nouveau. « Vous faites une erreur. Elle est manipulatrice. Elle n'est pas innocente. » La voix d'un autre policier, froide et ferme. « Ça suffit, madame. » Il y eut un remue-ménage, le son de menottes se resserrant, une porte qui s'ouvrait avec un bourdonnement. Dubois se leva et m'accompagna dans le couloir. Un instant plus tard, Véronique passa. Ses yeux rencontrèrent les miens et pour la première fois, elle avait l'air effrayée, pas outrée, pas supérieure, effrayée. Il la conduisit au-delà du bureau d'accueil vers la cellule de garde à vue. Elle parlait encore, racontait encore des histoires, mais personne n'y prêtait attention. Les charges furent rapidement retenues après cela. Mise en danger d'enfant, séquestration, obstruction à la justice. Ils les lurent à voix haute, une par une, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point sa voix semblait petite dans l'écho du couloir. Quand ils l'emmenèrent, je n'ai pas souri. Je n'ai pas applaudi. Mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que l'air autour de moi m'appartenait à nouveau. Ce n'était pas une célébration, mais c'était la justice. Il se tenait dans l'embrasure de la porte comme un fantôme, portant toujours son manteau de travail, une mallette pendant d'une main, les yeux écarquillés et vides. Olivier ne dit rien tout de suite. Il me regarda, puis l'agent Dubois, puis la pile de transcriptions imprimées dans ses mains. Je ne dis pas un mot. Je ne pouvais pas. Ma gorge s'était asséchée au moment où il était entré. Comme si mon corps savait que c'était le moment que j'avais à la fois prié et redouté. Souffla-t-il enfin. Je ne savais pas, ce n'était pas un déni. Ce n'était pas défensif, mais ce n'était pas non plus des excuses. Il s'affaissa dans la chaise en face de moi, et ses doigts, ces mêmes mains qui me soulevaient sur ses épaules quand j'avais 5 ans, celles qui stabilisaient mon vélo sans petit trou, tremblaient alors qu'il attrapait le dossier que l'agent Dubois lui tendait.
Voici tout ce que nous avons compilé, dit-elle doucement. De sa montre connectée, des journaux audio, de votre ancienne femme de ménage. Vous devriez le lire. Tout. Je regardai ses yeux parcourir les premières lignes. Son visage blêmit lorsqu'il atteignit la transcription marquée « 14 décembre, Audiocave ». La voix de Véronique remplit à nouveau l'air à travers un extrait. Elle n'est qu'un fardeau, Olivier. Tu ne veux simplement pas l'admettre. Il tressaillit. Il ne demanda pas de clarification. Il ne demanda pas si l'audio était truqué. Il n'essaya pas de rationaliser. Ce silence. Ce long silence résonnant était sa propre confession. Quand il leva enfin les yeux vers moi, le poids dans son regard était plus lourd que tout ce que j'avais jamais porté, et j'en avais porté beaucoup. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas le voir. » C'était la partie qui faisait plus mal que la porte de la cave, plus que l'isolement. Ce n'était pas qu'il n'avait pas vu. C'était qu'il avait choisi de ne pas voir, encore et encore. « Je sais, dis-je doucement. » C'était la seule chose que je pouvais dire qui ne brûlait pas. Il se leva et se dirigea vers la paroi vitrée du couloir du commissariat. À travers elle, il pouvait voir Véronique dans la cellule de garde à vue, le visage rouge, les yeux gonflés, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Quand elle le vit, elle courut à la vitre. « Olivier, Dieu merci. Tu me connais. Tu sais que je ne ferai pas, sa voix se brisa. Il ne bougea pas, ne hocha pas la tête, ne sia pas, s'il te plaît, plaida-t-elle. J'ai fait ça pour nous, pour notre tranquillité. Je protégeais notre vie, notre foyer. Ne la laisse pas déformer tout ça. Il ne répondit toujours pas. Elle frappa contre la vitre. Tu vas juste me tourner le dos? Il lui tourna le dos. 3 jours plus tard, il demanda le divorce. La procédure fut rapide, les preuves irréfutables. Le tribunal m'accorda une ordonnance restrictive temporaire, puis une permanente. La garde exclusive lui fut transférée, mais seulement à la condition que j'accepte. Ils me le demandèrent en privé, « Voulez-vous vivre de nouveau avec votre père ?» Je le regardai. Cet homme qui avait laissé tant de choses se produire, qui avait cru à la chaleur d'une femme plutôt qu'au bleu de sa fille. Mais il s'était présenté. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut demander au début. Oui, dis-je. Les charges contre Véronique s'aggravèrent à mesure que le procureur recevait plus de dossiers. Son avocat, un type bien habillé qui pensait probablement pouvoir transformer cela en un drame familial, abandonna l'affaire après avoir écouté 10 minutes d'audio de la cave. Je l'entendis dans le couloir en partant. Elle devrait être en prison, pas au tribunal. Lors de l'audience de détermination de la peine, elle ne parla pas. Elle fixa simplement le vide comme si elle ne pouvait toujours pas croire que tout cela lui arrivait. Mais moi, j'ai parlé. Ils m'ont demandé si je voulais dire quelque chose avant le jugement final. Je me suis approchée de la barre, des notes à la main, mais je ne les ai pas regardées une seule fois. Je ne veux pas la vengeance, dis-je, la voix stable. Je veux la sécurité. Je veux un silence qui ne soit pas ancré dans la peur. Je veux vivre sans regarder par-dessus mon épaule, me demandant quand le prochain mensonge sera dit à mon sujet. Je veux me sentir chez moi dans ma propre maison. La juge hocha la tête. « Vous êtes remarquablement posé, dit-elle. Merci pour votre courage. » Je descendis et m'assis à côté de mon père qui n'avait pas cessé de se tordre les mains pendant tout ce temps. Les semaines passèrent. Nous avons vidé la maison de la rue des Lilas ensemble. Il m'a demandé si je voulais garder quelque chose. J'ai dit non. Pas une fourchette, pas une lampe, pas une photo. Je veux un nouveau départ, lui ai-je dit. Nous avons emménagé dans un modeste appartement dans l'est de la ville. Ce n'était pas luxueux. Les murs étaient fins et le chien du voisin aboyait trop, mais c'était le nôtre. Il n'y avait pas de cave, pas de pièces avec des portes verrouillées, pas de caméra cachée dans des peluches. Juste un 3 pièces avec des meubles dépareillés et un calendrier que nous nous rappelions de tourner ensemble chaque mois. Il préparait le dîner tous les soirs. Rien de compliqué, généralement des croque-monsieur ou des spaghettis, mais il me demandait toujours ce que je voulais. Il écoutait maintenant, pas seulement mes mots, mais les pauses entre eux. La façon dont je bougeais sur ma chaise, l'hésitation dans ma voix. On n'a jamais à mériter la paix, me dit-il un soir alors que nous mangions sur le balcon. Et pour une fois, je l'ai cru. Certaines nuits, je me réveille encore le cœur battant,
la main pressée contre mon poignet où se trouvait l'ancienne montre. Ce n'est pas de la peur, pas exactement. C'est plutôt mon corps qui vérifie encore, qui se prépare encore à ce qu'une porte claque ou qu'une voix s'élève juste devant la chambre. Ma psy dit que c'est normal. Le traumatisme n'a pas d'horloge. La guérison n'est pas linéaire. Elle tourne en rond. Elle fait écho. Tu es en sécurité maintenant, me dit-elle à chaque fois. Laisse ton système nerveux la prendre. Je la crois. La plupart du temps. Les cauchemars sont devenus moins fréquents, mais ils viennent encore, se glissant à travers les fissures quand j'oublie de vérifier les serrures 2 fois ou quand une odeur familière me ramène dans cette cave. Le silence là-bas était un monstre à part entière, épais, vivant, oppressant. Il m'a appris à entendre mon propre rythme cardiaque et à compter les secondes entre mes respirations. Je le porte avec moi, non pas comme un fardeau, mais comme un rappel. Le silence peut être dangereux, mais parfois, le silence peut être un pouvoir. Il a fallu du temps, mais j'ai retrouvé ma voix. Pas en criant, pas en exigeant que le monde m'entende, mais en racontant mon histoire à mes propres conditions. Au début, c'était un blog, juste un site simple sans photo, sans vrai nom, juste des mots. J'écrivais sur ce que c'était que de ne pas être cru, ce que c'était que de savoir que quelque chose n'allait pas et que personne ne le dise à voix haute. Je partageais de petits moments. Je parlais de la montre, de la façon dont elle vibrait dans le noir comme le battement de cœur de quelqu'un de loin. De la façon dont elle m'a donné une lueur d'espoir. Puis j'ai commencé à poster des extraits. Des audios édités, des enregistrements. Rien de choquant, juste assez. J'ai ajouté du contexte. J'ai expliqué comment j'avais appris à documenter, comment la technologie m'avait aidé à sauver ma vie quand les mots ne suffisaient pas. Et les gens ont répondu. Les commentaires ont commencé à arriver. Timide au début, puis constant. Je pensais que j'étais folle aussi. Ça m'est arrivé, mais personne ne m'a cru non plus. Tu m'as fait me sentir moins seule. Je les lisais tous. Olivier jetait parfois un coup d'œil dans ma chambre et demandait, toujours en train d'écrire ? Et je hochais la tête. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Il n'insistait jamais. Quand tante Isabelle est venue nous rendre visite ce printemps-là, tout l'appartement semblait respirer différemment. Elle est restée une semaine, a dormi sur notre canapé usé, a fait de longues promenades avec moi, a aidé à réorganiser la cuisine même si elle pouvait à peine contenir 2 personnes debout côte à côte. Un soir, après le dîner, Olivier la regarda de l'autre côté de la table et dit « Tu l'as sauvée ». Isabelle prit une gorgée de vin et secoua doucement la tête. « Elle s'est sauvée elle-même, dit-elle. Je lui ai juste donné les outils. » C'était la première fois que je le croyais vraiment. Nous avons ri cette nuit-là. Un vrai rire, celui qui remplit une pièce et persiste longtemps après qu'on ait arrêté. C'était étrange au début, mais je ne l'ai pas repoussé. Des mois plus tard, le procès de Véronique s'est terminé. Elle a été condamnée à 15 ans. Pas de libération conditionnelle avant 10 ans. La salle d'audience était pleine, mais elle a gardé les yeux fixés sur le sol pendant le verdict. Pas une seule fois elle ne m'a regardé, mais moi, je l'ai regardée. J'ai croisé son regard alors que la juge finissait de lire la sentence. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Je ne voulais pas qu'elle tressaille. Je voulais qu'elle me voie vraiment pour la première fois. Je n'ai plus peur de toi, ai-je dit. Elle a cligné des yeux une seule fois, puis a détourné le regard. De retour à l'appartement, j'ai gardé la vieille montre connectée dans une boîte en bois sur mon étagère. Je ne pouvais plus la porter. Les rayures sur l'écran rendaient la lecture difficile, et le bracelet avait été remplacé si souvent qu'il tenait à peine. Mais je ne l'ai pas jeté. J'ai acheté un modèle plus récent, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je respectais ce que la première m'avait donné. Il ne s'agissait jamais seulement des alertes. C'était la preuve. C'était les données. C'était le témoin silencieux quand personne d'autre n'écoutait. Elle m'a aidé à dire la vérité, ai-je écrit un jour, quand je ne savais pas comment être entendu autrement. Ces jours-ci, je passe mes week-ends à faire du bénévolat dans un centre de défense des adolescents en ville. J'aide d'autres jeunes à comprendre leurs droits, comment documenter, qui appeler, quand faire confiance à leur instinct, même si les adultes autour d'eux disent le contraire. Je ne raconte mon histoire que si on me le demande. Et même là, seulement les parties qui comptent. Le but n'est pas ma douleur, c'est le chemin pour en sortir. J'aide une fille à élaborer un plan de sortie après des semaines où sa conseillère d'orientation l'a ignoré.
Je m'assois à côté d'une autre alors qu'elle dit la vérité à sa grand-mère pour la première fois. Je ne les sauve pas. Je ne leur promets pas que ce sera facile, mais je leur donne quelque chose pour lequel j'ai dû me battre. Un miroir, une carte, une petite lumière rouge clignotante dans le noir. La nuit, quand l'appartement est calme et que la ville bourdonne dehors, je m'assois près de la porte-fenêtre ouverte avec une tasse de tisane et je me permets de penser à toutes les versions de moi qui ne sont pas arrivées jusqu'ici. Celle qui est restée silencieuse. Celle qui a cru quel était le problème. Celle qui a failli abandonner. Elles font toutes partie de moi, mais elles ne sont pas la fin de l'histoire. Ils pensaient que le silence était ma faiblesse, mais c'était ma force. Cette histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est l'histoire de la reconquête de ma place dans ma propre maison. La lumière filtre à travers les voilages de ma chambre, atterrissant sur l'étagère, réchauffant les coins de la pièce qui me semblaient autrefois froids. Cet espace, il est à moi maintenant. Et je m'y sens sans fin en sécurité. Parfois, les personnes qui vous font le plus de mal portent les sourires les plus chaleureux, mais la vérité a une façon de faire surface, même dans le silence. Ce que l'histoire de Juliette nous rappelle, c'est qu'être silencieux ne signifie pas être faible. Parfois, cela signifie que vous observez, que vous collectez, que vous attendez le moment où la vérité pourra enfin parler plus fort que les mensonges. Avez-vous déjà été réduit au silence par quelqu'un qui était censé vous protéger? Dites-le nous dans les commentaires.